Get ready. Chargement de Piranha. Chargement. Lancement de Piranha. Bon voyage, et bonne chance les aventuriers. Hey, salut les aventuriers et bienvenue à un épisode spécial, une mini-série du podcast dont vous êtes le héros. Bienvenue à la mini-série dédiée au magazine Piranha. Salut les gars, comment ça va? Oui, bonjour Fred, bonjour Xavier, bonjour à tous. Salut tout le monde, salut les gars et salut les auditeurs. Et ouais, Piranha, une envie qui nous dévore de parler de ce magazine-là, non? Ah oui, pour moi c'est un bon souvenir d'enfance. Bah écoute, moi, c'est une découverte un peu tardive. J'ai pas connu quand j'étais gamin, mais par contre, en regardant un petit peu les revues, en lisant un petit peu de quoi il s'agissait, c'est quelque chose d'assez spécial, les gars, on peut dire. Hein. C'est pas commun du tout. Hein. Non, c'était vraiment unique en France, je pense. Vraiment autant un magazine, autant spécialisé, puis quand même assez poussé au niveau lecture. Donc voilà, ce qu'on vous présente, c'est que tous les trois, on va vous parler en fait des numéros, des 11 numéros de Piranha. Pour ce premier, on va vous parler un petit peu de quel est ce magazine pour ceux qui connaissent pas, et puis pour ceux qui connaissent, voilà, on va vous renvoyer un petit peu en nostalgie, comme on aime bien faire dans ce podcast. Hein. Et puis on va parler en fait, du premier numéro. Donc voilà, ces épisodes vont durer, ils vont être un peu plus courts que nos épisodes ordinaires hein, du podcast dont vous êtes le héros. Et voilà, on va vous parler le plus possible pour vous faire ressentir un petit peu qu'est-ce qu'était Piranha, quelle était cette atmosphère et comment ce magazine a pu mélanger culture et jeux de rôle et livres dont vous êtes le héros tous ensemble, quoi. C'était assez spécifique. Messieurs, pourquoi pas pour commencer si on parlait un petit peu de la présentation de ce magazine, hein, qu'est-ce que vous en dites? Ah oui, bien sûr. Comme on disait, hein, Fabien, tu m'avais dit, toi t'as grandi avec, tu m'avais dit en fait qu'il a pas duré longtemps, hein, si tu nous en parlais un petit peu plus. Ah, il a même pas une année, donc en fait il y a eu que seulement 11 numéros. C'est vraiment pas beaucoup. Donc, moi je l'ai connu grâce à ma bibliothèque, parce qu'il était dans la bibliothèque de ma ville. C'est là que je pouvais l'emprunter, c'est là que je l'ai connu. Parce c'était un magazine qui coûtait assez cher. Puis moi je pouvais pas me le payer. C'est dommage, mais bon. Et tu me disais justement que il a pas vécu longtemps. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de l'équipe éditoriale qui avait de l'espoir et tout, comme quoi c'était vraiment ils pensaient faire un énorme pas en avant, que ça allait marcher hein. En fait Piranha c'est une association de Gallimard, des éditions Gallimard et le magazine Télérama. Donc Télérama c'est un hebdomadaire mais qui parle de la télévision, de la radio, des spectacles. Mais Télérama c'est vraiment un magazine très culturel, pas du tout grand public en fait. Ça n'a rien à voir avec les magazines télé de l'époque, comme Télé 7 jours, Télé Poche, ça n'avait rien à voir. Donc Télérama, ça parlait beaucoup du Festival de Cannes, vraiment, mais du cinéma culturel, Woody Allen, des choses comme ça en fait. Donc qui n'avaient vraiment rien à voir avec... on n'allait pas trouver un article sur dans Télé 7 jours sur la roue de la fortune ou Santa Barbara, ça n'intéressait vraiment pas les lecteurs de Télérama, non, pas du tout. Donc je me souviens, moi, Piranha, en fait, c'était vendu en librairie sur abonnement à partir de décembre 85, c'est ça. Et après, c'était assez tardivement en kiosque chez les marchands de journaux à partir du numéro 10, c'est-à-dire 2 numéros avant son arrêt définitif. Parce qu'en fait, le but, c'était de sauver le magazine, parce que les ventes, on vous le dira, n'étaient pas faramineuses, c'était un peu élitiste comme magazine. Et donc, en fait, ils avaient même eu d'autres idées, comme faire 2 couvertures pour le 11e magazine, une pour les abonnés et une autre qui était vendue dans les kiosques et en boutique, justement. Et en fin de compte, vous vous rendrez compte que la ligne éditoriale a un peu changé, parce que vers la fin, ils ont surtout cherché à tirer les rôlistes et ceux qui faisaient les livres dont vous êtes le héros, donc ils consacreront... ils ont même des jeux de rôle dans leur magazine et pas mal d'aventures de livres dont vous êtes le héros, donc c'est assez sympathique pour nous qui sommes intéressés par ça. Et pour ceux qui s'y abonnent, et on verra que les univers sont liés, parce qu'en fait ils recevront une très belle affiche très Heroic Fantasy tirée de l'œil noir. Donc l'œil noir, le fameux jeu de rôle de notre série qu'on connaît. Jeu de rôle d'origine allemande, hein, si je me trompe pas. Ouais, d'origine allemande. Et donc c'est vrai qu'on a parlé des ersatz d'HeroQuest, mais c'est vrai que en fait quand on parle de ton fameux jeu là, merde, j'ai oublié le nom.
Dark Crystal. Dark World. Dark World. Dark World qui fait partie de l'univers de l'œil noir, ouais. Ouais, c'est ça qu'on n'avait pas mentionné. Alors, on n'a pas mentionné, en fait, la version française s'appelle les héros, les champions de l'œil noir, c'est ça, Fred? C'est ça, ouais, j'avais rigolé dessus, parce que je connaissais pas le titre français, je connaissais que le titre américain, et c'est vrai qu'en fait, oui, ça c'est lié, ce jeu-là est lié à l'œil noir, donc c'est intéressant, tout est lié, quoi. Et pour revenir sur... T'es en train de me dire que la Manticore, elle a un univers étendu. La Manticore, c'est un peu comme Star Wars, quoi. Elle est dans la littérature, elle est dans les jeux de rôle, elle est dans les jeux de plateau. C'est Luke Skywalker de l'œil noir. Et c'est vrai que donc là, oui, c'est ça. C'est vrai que ça tombe à plat. Et donc c'est vrai que donc Piranha, la majorité des journalistes et pigistes venaient de Télérama, donc c'était un peu la culture de Télérama, comme l'a dit Fabien tout à l'heure, quoi. Et ça sent vraiment dans les numéros, hein. Franchement on en reparlera, mais quand on feuillete les 3 premiers numéros de Piranha, oh là, c'est assez unique, hein. assez unique. Donc ouais, les publicités de Piranha seront glissées dans certaines éditions de Folio, hein, comme dans les premières éditions des Défis Fantastiques ou de Dragon d'Heure, d'ailleurs, qu'on va reprendre très bientôt, les gars. Une sortie de la revue au Québec est envisagée, puis finalement annulée. Voilà, donc on voit déjà que le destin est un petit peu mal tracé pour que le magazine devienne international. Le nombre de pages de Piranha diminuera de plus en plus au fil des numéros, hein. On passe, par exemple, pour le premier, on est à 128 pages, et puis on descend bien à 96 pour le numéro 11, donc le dernier numéro. La revue coûte très cher à l'époque, hein, 30 francs environ, donc c'était environ 4,50€ et des centimes, ce qui avec l'inflation ferait au moins, je dirais, on est proche des 8 à 10 euros, hein, les gars. Oh, moi je pense. Hein. Un magazine de 128 pages, si tu ne payes pas 5€ minimum, oui, c'est... Ouais, et même avec le style de publication aujourd'hui, magazines qui ont beaucoup plus de moyens, hein, techniques à l'intérieur, on voit bien que le presse, la design, je ne serais pas étonné que le magazine coûte entre 12 et 15€ aujourd'hui, hein, si il y avait une version de Piranha moderne qui sortirait. Hein. Donc ouais, c'est un prix assez conséquent pour le magazine, ça c'est un problème, hein, quand on lance quelque chose d'assez unique, si on élève le prix assez haut, on baisse ses chances de réussite énormément, hein. Et en sachant que les enfants qui n'auront pas beaucoup d'argent de poche, hein, ne pourront pas se le payer parce que c'était un peu leur public visé, malgré que la presse éditoriale, ce n'était pas du tout. Ça c'est un détail assez intéressant, hein, entre le publicateur, l'éditeur qui dit que c'est pour les mômes, mais après les éditeurs des articles à l'intérieur disent bien non, ado adulte, quoi. Donc on trouvera même cette critique dans le courrier des lecteurs de Piranha. Donc les mecs qui se disent mais qu'est-ce qui se passe les gars là, c'est pour les mômes mais je peux pas me le payer, et puis quand je me le paye, tu vois, c'est pas du tout pour les enfants. Ce qui se passe par la suite, en fait, c'est qu'ils justifient le prix par le choix de mettre plus de pages en couleur. Et puis on constatera aussi qu'à partir du numéro 8, il y a un changement du rédacteur en chef qui se fait. Hein, donc ça n'impliquera pas un changement dans la formule, mais comme quoi on voit déjà qu'à l'intérieur, la ligne éditoriale, au moins dans les bureaux, on sent déjà qu'il y a un mouvement, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Il y a quelque chose qui marche pas, le journal il est déjà dans un problème. Donc le lancement n'est pas top, on sent que ça galère dès le début, ce qui est vraiment... c'est dommage, quoi. C'est seulement s'il y avait quelqu'un un petit peu, tu sais, pour diriger un peu tout ça, pour mettre un petit peu tout le monde, accorder les violons, savoir qui on s'adressait, à qui on vendait ce magazine, peut-être qu'il s'en serait sorti, on sait pas. Fabien, si tu nous parles un petit peu justement de tes premiers numéros. Ben justement, le problème c'est que c'est vraiment un magazine avec des publicités, par exemple, pour les adultes. Dans les premiers numéros de Piranha, vous allez trouver des publicités pour Air France. Je pense pas qu'un enfant de 12 ans soit intéressé par des billets d'avion, hein, donc, ou alors des publicités pour le monde de l'éducation. C'est vraiment très... Je comprends pas, quoi. Donc, il y avait aussi des rubriques spectacles, des rubriques de concerts. Pareil, donc les enfants de 12 ans, qu'est-ce qu'ils aiment ? C'est quoi? C'est Dorothée, Annie Cordy, enfin à l'époque, hein, les chanteurs de l'époque. Sûrement pas des... Enfin, je pense pas qu'un enfant de 12 ans aimait bien les Rolling Stones ou Phil Collins. Hein. Je sais pas vos goûts de l'époque, hein, donc je sais pas si c'est ça, enfin... on connaît, mais en effet, c'est pas la cible de ce public-là. Mais comme je disais, on sent bien le problème entre Gallimard et en fait l'équipe d'édition de Piranha. On dirait qu'ils se sont jamais passé un coup de fil. On dirait que Gallimard et Télérama, ils se disent ok, déjà rien que Télérama quand même, qui s'y connaît en culture, ils savent très bien ce qu'ils font. Donc c'est bizarre quand t'as un magazine, tu vois, je me souviens dans le numéro 2, on en parlait, Fabien, il y a un article sur l'Afghanistan avec les djihad et ce qui se passe là-bas politiquement. Alors c'était quoi? C'était en 80... Ouais, je crois que c'était en 86, Fred, non? Ouais, ça doit être ça, on était jeunes à l'époque. Ouais,
Ouais, comme tu disais, Fabien, on sent qu'il y a un problème. Là, on sent vraiment que entre les articles qui se font et la publicité qui se propose, il y a deux mondes très différents en fait. Et ça serait intéressant en fait de savoir qu'est-ce qui se passait en fait dans les bureaux à l'époque. Moi, ça m'intéresse d'un petit peu parce que les mecs qui font l'édition, ils font aussi les mises en page et la couverture, donc ils savent très bien le produit qu'ils ont en face d'eux. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe quand ils sont en train de me parler de la famine Enfin, il y avait un article aussi sur Sarajevo, sur ce qui se passait là-bas, bien sûr, qui est très connu à l'époque, dans les années 80. Et après, t'as un article sur les livres de jeux de rôle de Steve Jackson. Je dis, putain, mais les gars, là, qu'est-ce qui se passe, là ? On est dans deux mondes très différents. On dirait en fait qu'on a coupé des magazines de Télérama et on a coupé le magazine britannique Warlock qui était dédié au Fighting Fantasy et qu'on a fait un magazine ensemble. Ah, de toute façon, tous leurs jeux ils viennent d'Angleterre, hein. C'est pas des jeux qu'ont fait les Français, ils ont récupéré ça quelque part, et souvent si je dis pas de conneries, de White Dwarf, non? Ouais, et encore ça va plus loin, Fred, parce que je voyais ça, il y a même des histoires courtes de Rodal. Je veux dire, c'est comme des Roald Dahl, ouais. On dit moi en français? Roald Dahl. Ouais. Roald Dahl, ok. Roald Dahl. Attends, je pourrais la faire, la québécoise. Bref. Ouais, mais c'est fou, il y a de tout, en fait. Et j'ai l'impression que c'est un peu... Alors, je t'admets qu'à notre âge, là, je sais pas pour vous, les gars, mais moi, ça m'a plu de le lire, ça, en fait. C'est un petit peu toutes les choses, ça fait très niche, mais c'est plein de choses que j'aime bien, en fait. Il y a un petit peu d'histoire, un petit peu de politique d'époque, hein, plus du jeu de rôle et des nouvelles d'heroic fantasy, de fantastique, science-fiction. Qu'est-ce que ça vous a donné d'impression de lire ce magazine maintenant ? Bah moi personnellement, par nostalgie, j'ai beaucoup pris de plaisir à le relire. Mais je pense qu'à 12 ans, même si je connaissais Piranha, je prenais plus mon pied à lire un Pif Gadget ou un Spirou Magazine que Piranha, quoi. Ou alors, Piranha, je me souviens quand je lisais pas toutes les pages. En fait, je pense que je devais lire 20% dans Piranha, en fait, à l'époque. Le reste, je le lisais pas du tout, hein. Et c'est bien que tu évoques surtout quelque chose d'intéressant, c'est les journalistes qui écrivaient. J'ai lu quelques-uns de ces articles et c'est des très très bons écrivains. Enfin, c'est des bons journalistes, quoi. C'est très bien écrit, c'est très peaufiné et surtout, c'est ce qui est intéressant, c'est l'avis n'a pas d'agenda politique. C'est un avis de contestation un petit peu comme beaucoup d'écrivains du Courrier International font. Tu sais, ils donnent pas leur point de vue ou ils se mélangent pas à un groupe politique. Donc, ils sont ni conservateurs ni libéraux, rien. Tu sais, tu sens bien le côté neutre. Et ça m'avait étonné dans Piranha, surtout un magazine, tu vois, qui est destiné à un certain public. Tu t'attends pas trop au neutre, en fait, tu t'attends justement à un petit peu le point de vue de cette équipe-là. Fred, t'en penses quoi, toi? T'as eu cette impression-là ou... Bon, moi, ce qui m'a marqué, c'est le côté austère, quand même, et c'est vrai qu'on y parle de politique, de racisme, système monétaire, l'immigration, il y a des revues de presse qui sont présentes, ouais, comme tu disais, en fait, c'était très austère et très sérieux. Moi, j'aime des fois, quand la première fois que j'ai vu un Piranha dans les mains, j'ai l'impression de lire un livre d'école, presque, en fait, tu vois, un espèce de photo-reportage très sérieux où les mecs essayent de te sensibiliser à quelque chose, qu'ils sont pas là pour te divertir, ils sont là pour te sensibiliser, pour te faire réfléchir. Après, c'est un parti, mais je crois que c'est vraiment la base de quand Piranha s'est fondé. Voilà, c'était très élitiste. Et après, c'est marrant parce que c'était mélangé avec des petites rubriques sympathiques qui revenaient dans le magazine, comme le clairon des cantines. En fait, ils allaient dans des cantines et puis ils interviewaient les enfants qui étaient souvent en primaire la plupart du temps, et donc c'était assez frais. Ils parlaient de leur quotidien ou des choses comme ça. Donc t'avais un peu en plus c'était un peu partout en France, donc c'était Saint-Étienne, Angers, Lille, donc c'était pas que parisien. Donc le clairon des cantines c'était sympa, mais c'est quelque chose qui a disparu par exemple. Il y a aussi un club Piranha qui a eu le jour, mais là en fait il y avait pas beaucoup d'avantages. Il y avait des réductions pour des événements, mais comme là c'était surtout parisien, des réductions pour les services militaires qui cartonnaient à l'époque. Il y a même eu un courrier des lecteurs. Et en fait, je pense que toutes les lettres qu'ils recevaient c'était des personnes mécontentes qu'ils n'hésitaient pas à les publier. Donc c'est marrant, ils se tiraient une balle dans le pied eux-mêmes. Et en fait, beaucoup disaient justement comme nous que le contenu éditorial était très austère et bien trop sérieux, qu'eux ils voulaient s'amuser, quoi. Donc c'est marrant, hein. Et c'est drôle, je veux dire, tu tapes 4-5 pages sur l'histoire de la ségrégation aux USA et puis c'est intéressant et en même temps t'as le moral à zéro. Bah t'inquiète pas, tu tournes la page et puis voilà, t'as une petite aventure de Steve Jackson qui t'attend.
Bah ouais, mais il semblerait qu'il voulait plutôt piffer gadget. Bon là, c'est Steve Jackson dans Piranha, mais il s'est accompagné, donc aussi de petites annonces où on peut rechercher des personnes pour jouer des fanzines, jouer à l'œil noir, ou ceux qui ont cherché des posters à l'époque, des vedettes qui passaient à la télé. Et ouais, dans les petites annonces, il y en a une qui était très marrante parce qu'il y a même une personne qui cherche toutes les infos, surtout des infos et des photos de Charles Gainsbourg, et sachant qu'en 85-86, il y a le film L'Effronté qui était sorti, donc elle était en plein boom, en plein succès. C'était la nouvelle star du cinéma français. Donc oui, c'est toi qui m'avais parlé de cette anecdote, Fabien. Oui, voilà. Oui, c'était une adolescente qui cherchait à tout prix à être en contact avec Charlotte Gainsbourg. Et donc, tous les mois, elle écrivait au magazine et tous les mois, Piranha mettait sa petite annonce. Elle voulait rentrer en contact avec des autres collégiens qui étaient dans le même établissement scolaire que Charlotte Gainsbourg. Voilà. Donc en gros, les gars, vous êtes en train de me dire que Piranha publiait des articles d'une méga fan qui poursuivait en fait son idole, et à travers les numéros, on pouvait suivre son histoire, à essayer de la retrouver, c'est ça? Pas des articles, des annonces. Oui, des annonces, mais bon, je pense qu'elle a jamais eu de réponse. Hein. Il y a un côté un petit peu flippant là quand même. Ouais. Bah, c'est les passions de jeunesse. Oui, c'est les passions de jeunesse, mais bon. T'es fan, quoi. Ouais, mais c'est ça, t'es fan. Comme tous les films de fans, là où les fans sont un petit peu trop fans. Mais tu vois, ce qu'on peut reprocher à Piranha, c'est qu'en fait, il parlera pas des vraies passions populaires des enfants des années 80. Quand on passe aux années 80, on pense quoi? On pense aux dessins animés japonais, Recra 2, le sport, les films populaires, justement, en parler. Ils entendent parler pas trop. Ouais, mais ça, les élitistes, ils aiment pas. Ouais. Ils aiment pas les mangas des années 80. C'était trop violent, c'était idiot, il y avait pas de culture. Donc ouais, ça on s'en souvient à l'époque. La télé chiait là-dessus énormément. Hein. C'est le début de l'énorme tsunami manga, avec son lot d'action, d'humour, mais aussi souvent de sexe et de violence, comme dans Dragon Ball Z ou Ken le Survivant. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Bon, ouais, après, je pense à rebours plutôt que sur l'instant, parce que sur l'instant, dans les années 80, c'était free, hein, c'était what the fuck ce que tu disais. Hein, ouais, mais c'est ça, mais après, t'avais beaucoup comment dire, d'écrivains d'époque. Je me souviens, quand on était môme, on voyait sans arrêt les écrivains de culture de l'époque, ou voilà, les stars, ou les gens qui s'occupaient un petit peu du patrimoine, de la culture française, qui arrêtaient pas de dire de la merde sur la Japanimation, les mangas, certains BD qu'on recevait, même comme quoi ça transformait les mômes en idiots, en tueurs, et tu vois comment on est aujourd'hui, on est tranquille. Enfin, je sais pas pour nous trois, mais on verra, quoi. Ça m'étonne pas en fait que Piranha n'en parle pas du tout, quoi. Moi je m'attendais par exemple, tu sais, dans Piranha qui parle, je sais pas, ou même parce que t'as des animés qui sont quand même un peu culturels, tu sais, comme la série d'Il était une fois l'homme par exemple, ça c'est bien, ils n'en parlaient jamais, hein. C'était vraiment comme si ça n'existait pas en fait, comme si les enfants ne s'intéressaient pas à ça. Ouais, c'est bizarre, ouais. C'est vraiment un magazine qui sera très austère au final, hein. Vraiment. Surtout à ses débuts, et puis voilà, quand il reconnaîtra en fait ses erreurs, hein, ce sera trop tard, quand le magazine cherche vraiment à évoluer et s'adapter au public. Et moi je pense que c'est surtout dû au prix du magazine, hein, parce que ça lui donne une durée très courte, hein. Vous voyez les gars, si vous vendez un magazine très cher, et ça vous prend quand même 10-11 numéros pour commencer à connaître votre public, c'est pas bon signe, hein. C'est pas bon signe. Donc la plupart des lecteurs, en fait, ils abandonnent au fil des numéros, hein. Il y a moins en moins d'achats, voilà. Piranha, c'est pas un cas isolé, hein. Il y a un autre magazine de l'époque, hein, mensuel, qui aura aussi tenté sa chance à la même époque. Alors, est-ce que vous vous souvenez avec cette typo de... Bah tiens, Fred, c'est quoi cette typographie, là? On la connaît. Ah mais ça m'a fait rire, c'est typiquement celle de Iron Maiden, donc ouais... Et tu vois, là, en plus, le numéro, le premier qu'on voit, là, c'est une espèce d'Indiana Jones, on dirait, là. C'est vraiment très années 80, de la typo Maiden, un Indiana Jones sous couverture... On y est, quoi. À fond, quoi. Il s'agit du magazine Indiana, hein, qui sortira dans l'indifférence la plus totale, pour n'avoir que 3 numéros. Alors que là, le contenu était bien différent à 100% il y avait énormément de variations, des aventures de tout type, des couvertures bien... Là, on sent, tu vois, Piranha, on est dans le côté plus l'élitiste, l'élite, exactement, le ster, l'élite, et Indiana, c'est tout le contraire, c'est les années 80, on est à fond dedans. Qu'est-ce que c'est les années 80? C'est le heavy metal, le glam rock, l'heroic fantasy, c'est le sword and sorcery, c'est la science-fiction, c'est tous ces grandes épopées, hein, qui aujourd'hui on n'arrête pas de revoir des copier-coller, hein. Un problème d'innovation de notre époque, hein. Ça vient mais c'est au compte-gouttes, hein. Et voilà, on sent vraiment que c'est à fond dedans dans la créa, hein. Après c'est comme Piranha, c'est comme devenu un peu culte, parce que moi
j'en connaissais pas entendu trop parler, puis c'est vrai qu'en faisant des livres dans tous les héros, c'est une espèce de truc qui revient souvent, quoi. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui les ont eu entre les mains, en fin de compte, à cette époque-là, quoi. En fait, c'est un magazine, c'est les magazines qui font partie du milieu niche. Hein. Il y en a toujours aujourd'hui qui réussissent, hein, pour en citer quelques-uns. Surtout, on voit ce qui marche bien dans ce style-là, c'est la BD. Hein. Par exemple, en Angleterre, on a 2000 AD, hein, qui carbure toujours autant aujourd'hui, qui marche très bien. En Amérique, on a Heavy Metal, hein, Metal Hurlant d'origine française, hein, qui marche toujours aussi bien, qui a une renaissance d'ailleurs, hein, ces 10 dernières années. C'était un petit peu le phénomène de Marvel. Fin années 90 et surtout début années 2000, Heavy Metal, on dirait que ça allait disparaître. Il y avait des pubs partout à l'intérieur, comme les X-Men à l'époque, hein, on voyait qu'ils galéraient en Amérique. T'achetais un X-Men de quoi 20 pages, il y avait 10 pages de pub à l'intérieur, hein, c'était fou. Hein. Marvel a eu sa renaissance, Heavy Metal a eu sa renaissance. Hélas, Piranha l'a pas eu. Ils ont eu du mal justement à reprendre cette montée, à essayer de retrouver son public. Alors, justement, ça me fait penser avec ce qui marche dans ces magazines-là, et ce que je reconnais aujourd'hui comme quelque chose d'assez, je vais le dire, extraordinaire. Et en fait, il y a quelque chose dans Piranha que je trouve beau. Alors, pour sauter de l'autre côté de la barrière, les gars, ce que je veux dire, c'est plus... Pour avoir un point de vue différent en fait, de Piranha, c'est ce que j'admire beaucoup dans ce magazine. C'est en effet, c'est la volonté, ou plutôt le fait qu'ils respectent énormément leur jeune public. Peut-être que c'est ça aussi. Pourquoi est-ce qu'on devrait ne pas parler des enfants ? Pourquoi est-ce qu'on devrait parler des enfants constamment de cette chambre à écho du manga, du Club Dorothée, de tout ce qui était big à l'époque, hein, tout ce qui était à fond ? Pourquoi pas justement leur parler un petit peu de la culture et pas justement les traiter comme des enfants, mais les traiter voilà, comme des jeunes adultes ? Eh ben, on va leur parler de ce qui se passe politiquement dans le monde où l'on vit. On va leur parler un petit peu aussi de la culture. On va leur proposer des romans qui ont gagné des prix d'écriture, des prix d'écrivains. On va aussi, voilà, vous partager de magnifiques œuvres de livres dans votre héros, de jeux d'aventure à l'intérieur. Donc il y a un côté, peut-être, tu vois, on peut confondre l'élitisme avec juste, et si on respectait un petit peu notre public, tu vois, et on n'est pas obligé toujours d'être ultra pédagogique et traiter les mômes comme des mômes. Tu vois, on les traite comme des humains, et voilà, avec tout le respect. Et s'ils comprennent pas, bah là, on les explique. Et ça, j'ai trouvé ça très bien fait dans l'écriture de Piranha. Les articles, si tu ne savais pas ce qui se passe, bah, c'était écrit d'une façon où t'avais pas besoin d'avoir un savoir ou, tu sais, une spécialité historique pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Le magazine, quand même, te traitait très bien, et c'est juste qu'il te proposait pas ce que tu pouvais trouver ailleurs, comme tu disais Fabien, dans Pif, dans Mickey, bien sûr on n'a même pas parlé, mais Dorothée Magazine, voilà, il y avait ces choses-là. Alors pour pas répéter ce que tous les autres font, bah, on va se concentrer sur quelque chose d'assez spécifique. Donc il y avait ce côté bien. Ouais. Moi je pense vraiment qu'en fait Piranha c'est comme un produit d'appel en fait qui doivent toucher les parents pour qu'ils l'offrent à leurs enfants. Parce que je veux dire, souvent le prescripteur c'est l'enfant, pour les parents, là c'est l'inverse. J'ai l'impression qu'en fait par rapport à leur com, tout ça, leur façon élitiste, ils disaient vous êtes parents, regardez, en ouvrant ce magazine à votre enfant, il va pas glander, ça va pas être con. Mais en fin de compte, j'ai pas l'impression que c'est, peut-être que les pubs intérieures c'était pour ça, je sais pas. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est en fait Télérama a voulu conquérir ceux qui lisaient Télérama en fait adultes, ils disaient tiens, vos enfants ils devraient lire Piranha. Comme un accompagnateur quoi. C'est comme ça que je le vois en fait. Moi je pense plutôt c'est ça en fait, il cibler des parents qui veulent que leurs enfants aient déjà des lectures, on va dire nobles entre guillemets, ou un peu intellectuelles, par rapport à tous les pif gadgets avec les objets, tout ça qui sortait. Moi, ça me fait vraiment penser à ça, en fait. C'est intéressant, ouais, parce que ça explique le prix, en fait. Vu que c'est un prix qui est pas accessible pour les enfants, plus pour les adultes, ça montrerait bien que leur public, en fait, ce qu'ils cherchent à toucher, c'est pas les enfants, c'est les parents des enfants. Hein. C'est pas con, Fred. En tout cas, moi, ça n'a pas marché chez mes parents. Hein. Ils me l'ont jamais offert, hein, donc au contraire. Hein. Au contraire. Ça, c'est marrant parce qu'à l'époque, mon oncle, il m'achetait Metal Hurlant. Donc, j'avais. Est-ce qu'ils lisaient Télérama, vos parents ? C'est ça. Bah non. Nous, c'était. Je crois qu'il y en avait deux dans la maison, mais bon. Non, moi c'était Télé 7 jours. Hein. Ah mec, attends, j'avais une super couverture, ça m'a rappelé des souvenirs là. C'était Marcy Walker avec son nouvel homme de sa vie là. Ouais, Santa Barbara, la série Santa Barbara. Ouais. Oh là là, mais c'est peut-être des années 80, bref. Ouais. Ayant grandi un petit peu en Amérique dans les années 80, je ne sais absolument pas de quoi vous parlez, les gars. Santa Barbara, c'est américain de toute façon. Ouais, voilà. Ouais, mais ça peut-être un autre nom, j'en sais rien. Oui, c'est ça, parce que moi je regarde Santa Barbara après le journal de midi. Ouais, non mais attendez. Ouais, donc ouais, non, à part les abonnements de Metal Hurlant que j'avais, et puis je crois qu'il y avait aussi. Et je sais que j'avais de la famille en Espagne, et quand j'allais les voir, mon oncle il avait un abonnement d'Heavy Metal, mais en espagnol. Donc je découvrais Heavy Metal en espagnol, je parlais pas très bien, j'avais du mal à traduire, mais bon, tu sais, magazine avait autant d'illustrations. Oui, ça va, ouais. Ouais, ça passe justement.
Messieurs, ça conclut un petit peu la première phase de ce numéro 1, là. On a parlé de Piranha, qu'est-ce que c'est que ce magazine, comment c'était assez spécifique. Si on rentrait justement dans le premier volume, Piranha 1, la pierre de sang, qui est sorti en décembre 1985. Donc magnifique couverture. Piranha, alors on a essayé d'imiter sur le podcast, vous montrer un petit peu à quoi ressemblent les couvertures du Piranha. Ça a un petit peu évolué la couleur générale, qui était le noir, après ça a un petit peu changé aux couleurs un peu plus gaies, un peu plus claires, voilà, plus chaud. C'est un fond noir, Piranha écrit en blanc, grosse typo bien épaisse, ou fat comme on dit, qui couvre vraiment la longueur du magazine. Un rectangle principal. Au milieu de ce rectangle, il y avait une illustration de l'œuvre qui prenait la majorité des pages à l'intérieur. C'était un peu l'œuvre visuelle. Plus tard, ça devient après l'histoire dont vous êtes le héros. Et sur les côtés, donc sur ces gratte-ciel qu'on appelle les skyscrapers de gauche à droite, en print en fait, c'est des marges verticales. Et encore, moi je suis pas spécialisé dans le print, donc j'imagine ceux qui nous écoutent, les graphistes, ils doivent me corriger comme c'est pas possible, Xavier, qu'est-ce que tu racontes comme bobard. De gauche à droite, et là on avait justement des petits photomontages, des découpages de l'histoire courte, des articles politiques ou culture qui étaient dedans. Donc toujours très très intéressant cette mise en page. Moi je trouvais les couvertures assez fascinantes, c'était sympa, ça montrait quelque chose d'assez unique, ça faisait un petit peu les gars, le portail, vous voyez ce rectangle au milieu, comme si on entrait dans un autre univers. Ouais, ça faisait une porte comme si c'était une porte. En fait, tu ouvrais la porte et tu voyais le monstre voilà, derrière, tu vois. C'est ça. Donc, ouais, moi, j'aime beaucoup. Donc, toujours ce côté un peu élitiste, différent des autres, en fait. Voilà. Donc, c'est clair. On devrait proposer un jeu pour boire dans ce numéro à chaque fois. Alors, les auditeurs, à chaque fois qu'on dit élitiste, prenez un shot. Tu vas voir, tout le monde va être bourré. C'est des épisodes. Alors, justement. C'est quoi, Fred? Pardon. Élitiste ou austère. Élitiste ou austère, je te raconte pas la cuite. Oh. Alors, les auteurs de cette première grande histoire, alors ce qu'on va faire, c'est pour vous résumer chaque Piranha, on va vous parler un petit peu la grosse partie, la moelle, en fait, de chaque volume, qui est donc l'histoire principale, d'où vous allez voir que ça va évoluer au fur et à mesure. Mais dans les premières, on est dans une chose assez spécifique, on va en parler davantage. Mais Fabien, est-ce que tu peux nous parler les auteurs, en fait, de cette première grande histoire de Piranha 1, qui s'intitule La pierre de sang? La pierre de sang, ouais. Ouais, La pierre de sang, qui était écrit par David Flicking et Perry Hinton. Ah, ils ont voulu faire fort pour le premier numéro, donc vraiment mettre une grande aventure. Donc les auteurs, c'est David Flicking et donc Perry Hinton. On ne les connaît pas très bien. Moi, j'ai eu du mal à trouver des infos sur eux. Ce sont des Anglais qui travaillent toujours ensemble. Donc c'est un duo, mais je ne sais. Est-ce que c'est leur vrai nom? Est-ce que c'est un pseudonyme? Je ne sais pas. Donc j'ai vraiment. C'est La pierre de sang, c'est leur œuvre la plus célèbre. Elle a marché pas mal, donc elle a été traduite dans une dizaine de pays. Donc Piranha a publié justement pour leur premier numéro l'histoire intégrale, donc il y a quand même pas mal de pages, donc en décembre 85. Et le livre sortira beaucoup plus tard, en avril 86, chez Gallimard. Alors oui, donc la pierre de sang, c'est une énigme en fait avec des dessins, donc c'est très important d'avoir des beaux dessins. Donc qu'est-ce qui nous a fait cette histoire, cette énigme visuelle? Donc c'est illustratrice, c'est Rachel Birkett avec 2 T, c'est très important. Et donc en fait, comme les deux auteurs précédents, David Flicking et Perry Hinton, elle est tombée dans l'anonymat. En fait, on sait pas trop qui c'est. On sait juste qu'elle a été très prolifique dans les années 80. Elle a beaucoup travaillé en Angleterre, donc pour le magazine anglais qui est 2000 AD. Donc vous connaissez, donc on a déjà parlé, c'est le périodique comics spécialisé dans la science-fiction que Xavier est fan, toujours un abonnement en cours. Ouais, c'est cool, tu vois. Et en fait, elle s'est un peu lassée de ce milieu, il faut être assez productif, je pense, et donc elle s'est reconvertie dans la cuisine végétarienne et elle travaille dans un restaurant anglais. Donc déjà c'est cuisine végétarienne, restaurant anglais, ça fait 2 oxymores, c'est pas possible. Donc elle a changé complètement de carrière. Et donc, pour être franc, oui, donc le premier numéro de Piranha, moi je trouve que c'était vraiment une bonne idée, parce que des énigmes visuelles comme ça, on n'en a pas si souvent. Donc, en fait, vous verrez, on va vous expliquer le principe. En fait, on a plein de distractions double page, et en fait, avec des indices, une situation, et surtout, on doit les remettre en ordre. Et donc, en fait, là, la coloration, quand vous ouvrez le magazine, ça pétait aux yeux, parce que c'était plutôt du texte et marches blanches, et tout d'un coup, vous ouvrez une double page, et là, il y a 12 illustrations d'affilée. C'est complètement, c'est le cœur du magazine, c'est La pierre de sang, c'est une aventure qu'on va vous raconter. C'est vrai que les illustrations sont superbes en plus. Et puis ouais, tout est détaillé à l'extrême, c'est assez impressionnant. Fabien, je sais que toi t'en as un qui est ton truc préféré, non?
Oh là là, oui, c'est sur un pont en fait, un pont en bois. Et donc il y a des aventuriers, donc ils essaient de traverser le pont, sauf qu'il y a une bande de singes qui est arrivée avec des bâtons. Ils sont très menaçants et ils cherchent à faire tomber à tout prix les aventuriers. Et en plus, non seulement donc il y a les singes, mais en plus au bout de la passerelle, on voit quelqu'un avec un couteau qui essaie justement de couper les cordes de la passerelle. Et c'est une scène horrifique, quoi. Donc c'est vraiment, on voit des singes qui sont prêts à tomber. On voit aussi des aventuriers qui sont tombés, qui tombent dans le vide. Et on se demande même, on aimerait bien savoir la suite de ce qui s'est passé. Hein. On est dans le climax absolu dans cette illustration. Alors je peux pointer quelques petits détails, c'est non seulement la corde, la moitié du pont est déjà coupée. Donc tu sens que là, on est une seconde avant qu'on passe au drame complet. Parce que là, il y a la moitié du pont qui va tomber. Hein. C'est vraiment la séquence d'Indiana Jones. Ah oui, c'est le tempo motive, parfaitement. Ce qui est intéressant, c'est la perspective fuyante qui donne la perspective avec ce précipice et puis ce bras cette main qui coupe la corde qu'on voit même pas. Sans voir le visage, ouais. Et puis la tête de l'aventurier qui est à l'avant, là, le leader, le pseudo, qui le pseudo Harrison Ford. Le pseudo Harrison Ford qui a une tête, la bouche bée, comme quoi c'est la fin. Les singes là qui sont en train de s'acharner, qui réussissent, hein, les singes en train de frapper, en train de jeter les aventuriers, qui se sacrifient même pour les jeter du pont. Ah ouais, là, on est bien dans le drame. Hein. Je te raconte pas si on refait un Indiana Jones où il y a cette scène et on remplace les gardes du culte par des singes, ce sera encore plus flippant. Mais donc c'est marrant Fabien, parce qu'en fait ça c'est la première illustration, donc c'est la première que t'as préférée toi. Oui, tout à fait, ouais. Et en plus c'est vraiment, tu vois, la première illustration, déjà c'est une scène choc, hein. Donc c'est vraiment, pour moi elle m'a vraiment beaucoup marqué. Hein. Ouais, ça marche vachement bien. Déjà, juste pour parler un petit peu de la couverture de la pierre de sang, c'est un homme qui soulève un énorme sabre au-dessus de sa tête, qui porte un masque tribal, alors quelque chose, on dirait un petit peu un mélange culturel de l'Amérique du Sud. Aztèque, Inca. Donc avec ce mélange, il a beaucoup de diamants, d'accessoires autour de lui. Il porte un collier qui est décoré de palmes avec des peaux de jaguar. Pour une France, c'est le prêtre de Indiana Jones 2 aussi, sauf que là il a un masque. Hein. On est à fond, en fait, en fait c'est Indiana Jones 2, mais au lieu que ça se passe en Inde, ça se passe en Amérique du Sud. Et puis derrière, en fait, on voit bien les mains de Shiva qui tiennent plein d'objets. Et les gars, je viens de remarquer un instant sur la couverture, chaque main tient en fait un objet du puzzle, le principal du puzzle. Du culte aussi. Non, parce que pas vraiment du puzzle, parce que... si, regarde, c'est les objets en fait que l'on doit retrouver dans les illustrations. Bah non, parce que t'as pas l'avion, par exemple. L'avion, les bottes... Ah oui, t'as pas les bottes, mais regarde, t'as le sceptre, t'as le... Mais en fait, pour moi, c'est fait pour t'embrouiller, ça, justement, au départ, au tout départ. Ça marche. Tu comptes combien de bras là, il fait tuer, est-ce qu'il a vraiment 8 objets, là? Non, il y en a 12, ah non, mais il y en a un qui manque, plus c'est des armes, je les vois pas. En fait, c'est pour t'embrouiller, ça, c'est juste... On dirait que tu te parlais à toi-même et que tu t'engueulais toi-même, là. Bah oui. Et ouais, donc vraiment une très belle illustration, hein. Et Fabien, si tu nous parles justement du traducteur. Donc le traducteur, c'est Jean-François Ménard. Donc bon là, de nos jours, il a 69 ans, donc il n'avait pas cet âge-là hein, quand il a travaillé sur la pierre de sang. Mais en tout cas, il est très réputé parce qu'on le connaît bien, parce que c'est lui qui a fait la traduction des romans de Harry Potter. Voilà. Donc il avait 37 ans quand il a travaillé sur la pierre de sang. Donc on en reparlera plus tard, mais en fait, il a écrit lui-même 4 livres dont vous êtes les héros dans la série des Messagers du Temps, sous le pseudonyme de James Campbell. Mais on vous en parlera dans un prochain chapitre. Ouais, je t'admets que parmi tous les livres qu'on veut faire aussi, alors je sais qu'on a des doubles jeux prévus, on a pas mal de choses prévues cette année, mais ce qui est toujours au fond, et c'est un petit peu au même niveau que les Voix du Tigre, le Loup Ardent, c'est la saga justement des Messagers du Temps. J'ai jamais lu cette saga et j'ai toujours été très 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 curieux, et je peux te dire que c'est surtout à cause des couvertures qui sont très horreur, fantastique, heroic fantasy ou même post-apocalypse moderne. Donc vraiment une saga de 4 livres qui ont l'air assez intéressants. Donc on verra si on en attaquera ou deux cet hiver, on verra ce qui se passe. Mais ouais, le synopsis, Fred, dis-moi un petit peu ce qui se passe dans ce wannabe Indiana Jones. Oui, parce qu'en fait, on vous en parle depuis tout à l'heure, mais on vous a pas expliqué comment on jouait vraiment. Donc c'est ça, on va faire donc poser l'ambiance. Donc il y a un célèbre explorateur, Edmund Mallory, qui a été assassiné dans son bureau. On a une illustration du meurtre. Il devait faire une conférence sur sa dernière expédition d'Extrême-Orient. Il avait des révélations à faire. Quelques jours après sa mort, en fait, il y a une annonce qui apparaît dans un journal que nous on lit, qui est déposée chez un notaire.
Donc on se présente auprès du notaire et celui-ci nous dit qu'en fait qu'il y a une récompense à la clé si on suit le testament de Mallory, mais qu'il y a peu de chances de survie. Donc ce qu'il fait, c'est si on accepte, il nous remet la lettre en fait, ou qui est un peu expliquée, la lettre explicative. Donc en fait de son expédition, il a volé la pierre de sang et il sent qu'il a réveillé une malédiction du gardien qui le poursuit. Il se dit que pour y échapper, il fallait trouver un masque et prononcer le nom du gardien, une espèce de démon qui le poursuit, quoi. Et en fait, lui, Mallory, le problème, c'est que le nom du démon, il l'ignorait. Donc là, vous avez tout son carnet qui a été éparpillé, vous avez ses informations, et en fait, le but maintenant, c'est de venger sa mort et de retrouver la pierre de sang, et surtout d'annuler la malédiction qui pèse sur son âme. Donc, grande mission, qu'on a un total inconnu, mais on accepte quand même, il faut croire qu'on a le sens de l'aventure. Donc, on est le fameux Harrison Ford qu'on voit dans les dessins. Et donc là, c'est assez simple, en fait, faut prendre plutôt une feuille de calque, et faut résoudre un espèce de... En fait, il y a plusieurs dessins qu'il faut plus ou moins remettre dans l'ordre pour avoir en fait le fin mot de l'histoire. Et donc, ce qu'il y a, c'est qu'on a une espèce de carte avec 12 symboles, avec un ordre chronologique entre les événements. Et il fait qu'en fait, cette chronologie, il faut qu'on retrouve ces mêmes symboles dans les dessins, et sachant que ces symboles-là sont aussi présents sur la scène du meurtre. Donc tout ça, ça paraît un petit peu cryptique, mais quand on a la carte de ce déplacement avec les symboles, on comprend déjà plus. Et en fait, dedans, sachant que sur chaque illustration, aussi, on a des morceaux du journal intime qui sont éparpillés. Et en fait, dessus, il y a aussi des symboles kabbalistiques qui appartiennent à la secte. Et tout ça, en fait, ça a un sens, qu'à la fin, ça nous aidera à résoudre l'énigme finale. Mais pour l'instant, donc en fait, il faudra surtout mettre les dessins dans l'ordre. Et en fait, quand vous aurez mis les dessins dans l'ordre, ça vous permettra de constituer une petite phrase. Voilà. Au début, donc, vous avez dit qu'il fallait prendre une feuille de calque, parce qu'en fait, ce qui est assez important, c'est le journal, faut calquer les morceaux de journaux, et grâce aux symboles de la secte qui sont mis dessus, ça nous permet quand on résout l'énigme finale, ça nous permet de les relier entre eux, et à la fin, ça forme un masque de format A4. Donc tout ça, vous voyez, c'est assez compliqué, donc déjà avoir du calque sur soi, le découper, trouver le... Ce qu'on dit, vous pouvez faire ça si vous avez résolu l'énigme, on vous expliquera donc par rapport à l'énigme chronologique. Et donc en fait, si vous arrivez à réaliser le petit casque avec 4 trous, et en fin de compte, à la fin, vous aurez la chance de connaître le nom du démon, et donc de lever la malédiction. Donc franchement, tout ça, c'est assez tordu quand même, mais en fait, c'est un peu à l'ancienne, et c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, tout ça, et donc c'est un peu des travaux manuels, donc c'est sympa, quoi. Et ce qui est fou quand même, c'est que, Fabien, tu nous en parlais, mais Piranha n'a jamais publié les solutions. Oh là là, c'est vraiment pas bien ce qu'ils ont fait, hein. Donc, parce qu'en fait... Ils ont dit dans le magazine que la solution ne serait jamais publiée. Pour l'avoir, il fallait en fait acheter l'édition La Pierre de Sang que Gallimard allait sortir plus tard en fait. Donc alors c'est vraiment pas bien parce que donc je pense que peu de joueurs ont réussi justement à faire le jeu, et en plus pour avoir la solution, il fallait acheter en plus le livre. Hein. Donc alors il y avait un service Minitel parce qu'à l'époque il n'y avait pas d'internet, donc c'était Minitel. Voilà. Et donc ça coûtait très cher, je sais plus combien, enfin bref. Donc il fallait appeler des numéros surtaxés pour justement avoir quelques petites solutions de rien du tout. Voilà, donc Piranha n'a vraiment... C'est pour ça, je ne sais pas si vraiment ils ont respecté leurs lecteurs sur le coup, parce que là, en ne donnant pas la solution, on laisse les joueurs sur leur faim, et puis voilà quoi. Donc, ouais, 36-15 Piranha, mort mon portefeuille. Ouais, voilà, donc... non, franchement, c'est pas bien sur le coup, hein, c'est vraiment pas bien. Ouais, je trouve que là, franchement, ils auraient pu donner les solutions dans chaque numéro. Ouais, c'est assez complexe, et... on y reviendra, je crois qu'on va autant le dire maintenant, les gars. Moi, c'est une impression que j'ai eue à travers tous ces numéros de Piranha. À chaque fois qu'il y a les grandes aventures principales, surtout dans ces 3 premiers... Piranha 1, 2 et 3, c'est que il n'y a jamais d'aboutissement à l'histoire, parce que c'est à nous de le créer via les puzzles. Donc on n'a jamais de fin complète, il nous manque toujours un petit peu ce raisonnement. Et c'est quelque chose que j'ai eu avec ces 3 histoires. La pierre, les 12 secrets du sorcier, et puis Menace sur la galaxie, j'ai jamais cette fin en fait, j'ai jamais une résolution. Bien sûr, je comprends, il faut la faire dans le jeu lui-même, mais au bout d'un moment, ça veut dire que visuellement, vous n'aurez jamais l'œuvre créée ou écrite par les artistes. Ah non, en plus, surtout que eux-mêmes
le promettent la solution. On dit oui, une surprise vous attend pour la solution, et en fait ils la donnent jamais. Hein, donc ils disent même. Et même ce que je veux dire par ça, c'est tu vois, même si on nous donne la solution écrite, c'est que visuellement on l'a pas. En fait, on n'a pas vraiment une fin dans l'œuvre. T'imagines, t'es en train de lire le Sorcier de la Montagne de Feu. T'arrives vers la fin. T'arrives devant Zagor et tout, tu fais le combat, et en fait, juste avant le combat, c'est écrit « Ah, pour défier Zagor, il y a un énorme puzzle à faire, faites ce puzzle et ça vous donnera la fin. » Mais en fait, à la fin, c'est toi qui l'écris toi-même, et t'as rien à lire, quoi. Non, c'est la fin, voilà, c'est ça, c'est frustrant. Fred, je sais pas si t'as eu cette impression-là, toi. Bah, en fait, oui, c'est ça, parce que même... en fait, est-ce que tu sauras... Bon, quand tu récites à la récompense, c'est vrai, mais franchement, même, je les ai vus, c'est tordu, franchement, les mecs ont réussi... Franchement, c'est les mecs de 12 ans, un mec de 12 ans qui y a passé l'été à trouver la solution à ce truc-là, quoi, je veux dire... Non. Moi, c'est des bouquins, ça te faisait le mois, j'ai l'impression. Mais c'est vrai que, ouais, ces côtés, tu passes du temps dessus... Voilà, encore, là, on est qu'au premier, mais vous verrez que des fois, tu as 36 000 calculs à faire, et tu dis, bah tiens, je me suis trompé sur un, bah, ça se trouve, en fait, tout est faux. Mais de toute façon, tu le sauras jamais, que tu le sauras qu'à la fin, ou si tu... Oui, en fait, pour moi, ces magazines-là étaient comme un peu les livres du Tluro, ça fait naître la frustration à donf, quoi. C'est des trucs frustrants, en fait, ouais. Et une chose, la frustration, et une chose très importante, c'est que ce style de jeu qui est très impressionnant, parce que là, on va en parler là juste après, les 12 scènes, ce sont de magnifiques illustrations. Magnifiques. Donc il y a vraiment un régal aux yeux, hein. C'est des bonbons pour nos yeux, voilà, façon de dire. Mais... il y a quelque chose de beau, mais les puzzles sont très difficiles, et le problème là-dessus, je trouve que si tu veux garder ton joueur focalisé, vraiment intéressé par ce qui se passe, c'est qu'il faut que tu livres une histoire intéressante. On est d'accord là-dessus. Si tu ne proposes pas de paiement de fin, un petit peu de récompense de fin, qui est vraiment intéressante, tu perds ton public. Parce que finalement, qu'est-ce qui se passe quand tu commences à jouer au jeu, et tu sais, t'en es à quoi, 3-4 heures, et t'y arrives pas, bah tu te dis bon, ok, tu fais une suranalyse, tu regardes, ok, c'est quoi ma récompense à la fin? Ah, c'est de créer un masque en A4? Ouais, je m'en fous. Allez, je passe à autre chose. Et tu viens de perdre ton joueur. Donc c'est très important de donner une récompense intéressante, d'avoir un mystère, et le mystère t'intrigue. Et pour ça, ça demande de créer un univers, de créer des personnages attachants, donc c'est du boulot, c'est très difficile à faire. Contrairement à un livre dont vous êtes le héros, on a le temps de s'attacher à notre héros, aux personnages secondaires, surtout les écrivains qui créent des personnages secondaires qu'on retrouve à travers l'histoire, tout ça c'est toujours très intéressant. Mais là, je trouve que c'est une belle pièce d'art. Et ça, même on verra dans Piranha 2. Mais là, les 12 scènes, elles sont magnifiques, mais en effet, le résultat à la fin, il y en a pas, c'est à nous de le faire, et c'est frustrant. Et puis, franchement, l'histoire, je veux dire, on en a vu plein, des aventures comme ça, comme on dit, on a comparé tout de suite à Indiana Jones, c'est pas nouveau, donc on sait tout de suite dans quel pétrin on est, de quoi s'agit l'aventure, mais voilà. C'est ça, y a pas, pour moi, ça m'a pas attaché, malgré que j'ai passé un très bon moment à lire et à regarder les illustrations. J'ai commencé à faire les puzzles, je vais être sincère avec vous les gars, j'ai un petit peu abandonné à mi-chemin, hein. Je me suis dit, bon, c'est trop dur, j'y arrive pas, laisse tomber. Ah bah moi j'ai essayé que 5 minutes, hein. Donc non, j'ai même pas poursuivi, hein, donc. Mais vous avez pas mis dans l'ordre, moi je l'ai mis dans l'ordre, j'ai commencé à faire les mots et tout ça. Fred, bravo, super. Nous on est un petit peu abandonnés, ouais. Ah oui, c'est clair. Fred, si tu commences à nous parler justement de ces 12 scènes, qu'est-ce que t'en dis? Explique-nous un petit peu de quoi il s'agit, et puis on va en discuter tous les trois après chacune. Donc on vous rappelle, donc il y a 12 dessins là qui sont mis dans un ordre complètement aléatoire, et donc en fait nous on doit les remettre dans l'ordre par rapport à la carte et à l'indice que sur chaque carte, à chaque 12 points de son trajet, en fait il a fait un symbole. Il y a un triangle, plutôt une dent, ou une statue, ou des bottes. Et donc en fait on doit retrouver, là on a la chronologie, on doit trouver en fait le dessin qui correspond au symbole. Donc en fait on en a 12, et donc ils sont différents, et donc c'est à nous de retrouver l'ordre, et en retrouvant l'ordre, après on doit rassembler le texte, et dans ce texte là après on aura un début de réponse, donc voilà. Donc la première scène, on l'a parlé, c'est celle du pont de bois, donc que Fabien a bien apprécié, qui est le premier dessin et qui nous met directement dans l'ambiance. Et là, oui, on se sent un aventurier. Et donc. Et là, une chose importante sur ces illustrations, Fred, c'est qu'elles sont toutes double page aussi. Hein. Oui, c'est des énormes illustrations. On l'a répété assez souvent. C'est vrai qu'elles sont double page. Donc c'est vrai qu'on perd un peu le détail dans la pliure, mais bon, ça on peut rien y faire.
Et donc voilà, celle-ci nous met bien d'ambiance. On est un aventurier, on a une équipe avec nous, et là il y a les guides qui sont tombés avec les singes, et il y a une main qui coupe le pont avec des petites pierres, avec des petites herbes qui poussent. Donc voilà. Donc ça c'est votre dessin, et du coup vous devez retrouver à quoi il correspond sur la carte. Donc pour l'instant on le sait pas, donc on passe au deuxième. Qu'est-ce que c'est le deuxième? Ah, il y a une scène de sacrifice humain devant la foule choquée, un classique, ça, super. Là, on a un jeu d'ombre avec le... c'est le protagoniste, c'est l'antagoniste qui est représenté, celui qu'on a décrit tout à l'heure. C'est le méchant, en fait. Ouais, c'est le méchant qui est représenté, vraiment, vraiment sympa. Après... Fabien, il y en a une superbe là qui est très qui se passe aventure, là, qui se passe. Il y a une avalanche en fait, donc en fait c'est une armée de soldats qui empêche les aventuriers de se protéger justement parce qu'une avalanche arrive et c'est magnifique. On voit vraiment la peur sur le visage des aventuriers, c'est vraiment qui essayent de se protéger mais ils n'y arrivent pas. La quatrième illustration, c'est le petit moment de pause, mais il se passe des choses assez, inquiétantes à l'intérieur. Donc voilà, c'est le guide qui raconte les contes et légendes aux héros qui sont autour du feu de camp. Par contre, ce qu'on voit un peu à distance, c'est qu'il y a un monstre aux griffes acérées qui s'apprête à les attaquer. On a aussi un autre personnage secondaire qui a l'air de comploter contre le groupe, qui sort un flingue, c'est ça, nom de son sac? Mais je pense pas que c'est une femme. C'est une femme. Oui, pour moi c'est une femme, et pour moi elle complote pas. Je pense que c'est pour le monstre, parce que je pense qu'elle a vu le monstre et qu'elle voulait tirer dessus. Donc, ouais, mais regarde son visage. On dirait pas qu'elle est ahurie, on dirait plus qu'elle sait ce qu'elle fait. Donc, parce que pour moi c'était pour viser le monstre justement. Non, le monstre personne l'a vu parce que justement ils sont protégés par le feu et elle en fait elle complote, mais tu penses plutôt qu'elle se rassure en vérifiant que son arme est là. Je sais pas, moi c'est comme ça que j'ai senti. Ah ouais, j'ai senti vraiment comme quoi, vu qu'il y a quelqu'un qui a déjà coupé le pont au début, je pense qu'il y a énormément de traîtres et toi ou peut-être que chacun veut le masque. Donc c'est un petit peu comme la scène d'intro de Dark Knight où ils sont tous en train de se tuer un par un pour se prendre le pognon quoi. Qu'est-ce qu'on a par la suite, Fred, après ça? Après, on a un décor cher à Lovecraft, qui est une porte cyclopéenne dedans sur une cité interdite qui est un mirage. Mais en fait, moi, on parlait de Indiana Jones, et c'est vrai que moi, des fois, le thème par rapport à la montagne, le gardien de la montagne, les portes cyclopéennes, moi, je trouve qu'il y a un peu de Lovecraft quand même dans l'histoire. Et là, la scène d'avant, moi, ça me fait penser au Wendigo, par exemple. Le feu de bois avec les Indiens. Je trouve pas qu'on est dans l'univers de Lovecraft, on n'est pas vraiment dans les Elder Gods ou Relot ou tout. On n'est pas dans le cosmique, tu trouves Non, pas vraiment cosmique, il y a des côtés cosmiques. Si, moi j'ai trouvé quelques côtés cosmiques. Moi par exemple, quand tu regardes la carte, tu vois bien qu'en fait les choses elles sont dans les montagnes. Tu pourrais parler des montagnes hallucinées ou la cité perdue de Kadat ou des choses comme ça. Moi je trouve c'est un espèce de pot pourri de tout ça. Donc t'as le dessin des portes cyclopéennes, il y a des effigies de divinités malsaines, squelettiques qui sont représentées, donc une superbe cité au loin et notre fameux aventurier qui est tendu vers la cité au loin et qui semble vouloir la rejoindre, mais il y a un guide qui lui dit non c'est un piège et donc en gros faut partir. Donc ça c'était le dessin. On est dans le classe. Et vous avez vu les statues suivent du regard justement l'aventurier, voilà, c'est vraiment ils ont le regard projeté vers lui. Il est surveillé, il est surveillé. Ouais, les aventures modernes comme ça serait la série de jeux Uncharted sur la PlayStation, les Indiana Jones modernes, les Lara Croft, les Tomb Raider. On est à fond dedans, la découverte des cités interdites ou perdues au fond du monde, à l'époque où la Terre n'était pas encore chartée complètement. La scène après, en fait, c'est une cérémonie où on voit plein de statues morbides avec du feu autour, très très impressionnant. On voit qu'il se passe quelque chose de malsain dans cette ville. Peut-être tous les soirs il se passe un rituel auquel on comprend pas trop, mais qui est inquiétant. Donc après une très belle illustration aussi que j'aime beaucoup en fait. Donc c'est les aventuriers qui arrivent dans le port et donc on voit vraiment beaucoup de les habitants, donc on voit même un chat, donc on voit plusieurs chats et au loin on voit un homme avec un crochet en fait dans la main, donc je pense que c'est vraiment un des ennemis de nos héros donc qui est là et puis il est dessiné mi-taille, donc on voit pas du tout le haut de son corps, très mystérieux au premier plan. Oui, tout à fait, c'est vraiment une très belle scène en tout cas, vraiment
Ouais, il y a plein de choses dans ce port, hein, entre tous les cajots de fruits, les gens qui bougent tout, les matelots, les héros qui arrivent. Très très belle scène d'introduction. En fait, c'est un plan d'établissement, quoi. C'est ça au cinéma. C'est qu'on établit la nouvelle localisation géographique, on est dans un nouvel endroit, et puis là, encore une fois, pour jouer au puzzle de chercher des objets dans l'image, là, on est à fond dedans. Hein. Non, c'est vraiment. Puis plein de détails, des couleurs, c'est vraiment magnifique. La prochaine illustration, elle est vraiment chouette, c'est la nuit tombée, voilà, il y a une épreuve de feu où on voit un objet qui flotte à l'intérieur des flammes, une sorte de glyphe, peut-être c'est un objet métallique. C'est la rune de la secte. La rune de la secte, ouais. Et puis il y a un soldat donc qui est habillé avec la tenue tribale qu'ils ont, qui justement d'ailleurs, soldat ou soldate? Moi, on dirait plutôt une soldate, non? Ah oui. Ah oui, ouais. Elle a un peu de poitrine, ouais, aussi. Elle a une grande natte derrière, ouais. Cheval, ouais. Une grande natte, ouais. J'ai l'impression que c'est pas vraiment une combattante, c'est la mago. C'est la mago, ouais, qui justement doit, traverser les flammes avec sa main et récupérer l'objet, ouais. On est dans le classique de l'épreuve des spiritualités, hein. Ouais, et puis les mecs qui ressemblent plutôt à des mongols avec des casques de vikings, ça c'est marrant, quoi. Ah oui, là on a changé d'univers quand on est dans le port, oui, en effet. Là on se croirait vraiment en Asie centrale. Hein. Ouais, plus classique, après, c'est tout explorateur avec la cascade derrière, les alligators dans le fleuve, les canoës bondés, et bien sûr, la pluie de flèches qui s'abat sur eux pendant la fuite. Et là c'est marrant parce qu'en fait on compte au début du dessin, si on peut faire vraiment attention, on peut voir un peu les compagnons de notre héros. Donc il y a une asiatique qu'on voit souvent, il y a une autre fille qui l'accompagne. Et c'est vrai que des fois, après il y a une espèce de chronologie, on peut voir ceux qui sont morts ou pas, quoi. Donc c'est assez marrant ça. Donc là c'est typiquement il y a une espèce de tribu de sauvages qui nous surplombe du haut des falaises là et qui lance des javelots sur notre expédition. Et les alligators n'attendent qu'un moment pour se remettre du festin. Donc c'est assez sympa. Et donc, typiquement aventurier, notre fier aventurier tire au shotgun en direction des falaises. Bonne chance, carabine, quand même. Ouais, là, c'est mal parti. Hein. Alors, l'illustration suivante, c'est une très belle scène aussi encore. Hein. Donc, c'est une scène d'un marché, en fait. Donc, on voit tous les habitants. Donc, voilà, on voit des épices, on voit un marché d'armes, on voit des jongleurs, on voit beaucoup de tête de mort aussi, donc sur le marché. Donc, sur le côté gauche, on voit un des marchands, il a une grosse araignée dans un gros bocal en verre. Donc c'est vraiment très typique. Donc, moi, j'aime beaucoup cette illustration. Là, encore une fois, c'est une scène très classique des films d'aventure, la scène du marché. Voilà, encore une fois, pour citer Indiana Jones, très connu, avec Marion qui se fait enlever. La scène, le fameux sabre contre le flingue. Et aussi, moi les gars, c'est marrant, quand je suis passé cette page, ça m'a fait penser à un autre Indiana Jones, mais le jeu PC d'époque, le jeu d'aventure LucasArts, qui était Indiana Jones and the Fate of Atlantis, c'est le destin d'Atlantis. Est-ce que vous avez joué à ça? Non. Non, moi non plus, non. Bon, bah merde. Pour les auditeurs qui ont joué, il y a une scène de marché, ouais. Ouais, si vous connaissez, voilà, c'est vraiment un jeu, un point and click très difficile, mais très amusant. Et voilà, c'est marrant, quand j'ai tourné cette page, je me suis dit, ah tiens, Fate of Atlantis, ça me faisait penser à ça. Et une scène de marché aussi à l'intérieur. La suite, après, c'est plutôt cool, les gars. Alors, on a une super attaque violente dans le désert, voilà, donc tout, ce qui reste, les rescapés du groupe d'aventuriers qui cherchent l'objet de l'aventure, qui sont sur chameau. On voit des Mongols au fond qui descendent la falaise, les dunes de sable, en train de tirer sur le groupe. Et puis au premier plan, on a une belle perspective de la caravane. Au premier plan, on voit l'aventurier avec son fusil qui crie justement à l'attaque et qui se prépare justement à se défendre, mais on voit qu'ils sont mal barrés. Hein. Et puis Fred, tiens, comme tu parlais justement de Lovecraftien, un peu de Elder Gods, horreur cosmique, là, la dernière image, c'est carrément ça. Hein. Bah en plus, moi, c'est mon dessin favori, donc c'est le dernier, sachant que pour Fabien, c'était le premier. Et donc là, c'est assez... on change d'ambiance complète, on a l'impression d'être même détaillé, parce qu'en fait, on est dans une espèce de ruine séculaire. Notre aventurier, il est ligoté à une espèce de pilier. Et en fait, il y a les 5 cavaliers de l'Apocalypse, qui sont 5, qui s'avancent vers nous, on dirait les Nazgûl du Seigneur des Anneaux, quoi. C'est un peu la scène en haut du... Tu sais, comment ça s'appelle, la scène où ils sont attaqués par les Nazgûl en haut du promontoire, là. La tour de guet, j'ai oublié son nom, ouais.
Autour des ruines, c'est typiquement ça. Donc là, on arrive juste, on est attaché, l'impression qu'on va juste se détacher, qu'on va pouvoir se barrer. En fait, il y a les formes fantomatiques qui arrivent. En fait, ça ressemble à l'endroit de notre mort. Et donc là, il y a des vestiges de statues et de glyphes, de ruines, quoi. Et avec un ciel de crépuscule, on va dire. Et donc, ouais, moi, je trouvais que c'était vraiment très impressionnant, celle-ci. Et tu dis, bah, tiens, s'il est passé par là, l'aventurier, je comprends voilà, que c'est vraiment une grosse aventure, quoi. Donc là, on a fait le tour des dessins. Et donc, en fait, le principe, on disait, c'est de les remettre dans l'ordre. Donc, ouais, on va faire un petit jeu des devinettes. Je vais vous rappeler les symboles, dans quel ordre ils sont et où est-ce qu'on les trouve. Si vous avez, vous serez un peu de tête. Donc, le premier symbole, donc, c'est un avion, par exemple. Dans quel dessin, à votre avis, on a un avion? Bah, c'est un avion. Dans la scène du marché, j'en avais pas le marché, mais du port. J'avais vu un avion. Oui, ouais, c'est ça, celle du port. Avec le chat, il y a un avion. Ouais. Le deuxième symbole, c'est des bottes. C'était le feu de camp. C'est ça, c'est le feu de camp, il y a les bottes. Le troisième symbole, c'est une oreille. Alors celui-ci, je crois que c'est un des plus tordus. C'est pas celui des Cyclopes, le portail des Cyclopes? Non. Vas-y, dis-nous. En fait, c'est le dernier dessin. Il y a une rue il y a une rue tout en bas, il y a deux amants qui se font face et la meuf, il lui manque une oreille. Eh ben, donc le dernier dessin, c'est le troisième illustration de l'aventure. Ouais. Alors moi, le quatrième, c'est celui que j'ai plus galéré. Déjà, j'ai pas compris ce que ça représentait. Vous voyez, c'est un espèce de comme un volant de badminton. Ah oui, en fait, c'est ça j'ai trouvé. C'est le canoë, c'est la taille du canoë. En fait, c'est les volants qui sont accrochés aux lances. Non. Non. Je pense non. J'ai une autre réponse et je pense que si tu regardes la caravane et que tu regardes les chameaux, je pense que ça va te sauter aux yeux. Ah, en effet, ouais. C'est quoi? C'est le truc des coussins? En fait, non, c'est les rênes des chameaux. Les rênes des chameaux, ouais. Les ornements sur les rênes des chameaux, ouais. Oh mon dieu, on dirait vraiment les poils qui sont attachés à l'avant de la lance. Eh ben. Vas-y, continue, Fred. Le cinquième, c'est un masque de tête de mort, plus ou moins. Comme un singe, plutôt. Ouais. Fabien? Parce que dans le marché, il y avait beaucoup de têtes de mort, justement. Bah en fait, dans le marché, tout à droite, t'as un marchand qui vend trois de ses masques. Ah oui, ouais, voilà. On les voit, oui, tout à fait, ouais. Bien vu. Alors, le sixième, j'ai galéré aussi, c'est un espèce de petite plante, un trèfle. On dirait un trèfle à 5 feuilles. Ouais. Non, j'ai pas trouvé, moi. Pourtant, j'ai envie de dire, ça saute aux yeux. Non, ouais, mais je crois que quand j'en étais là, déjà, moi, j'étais passé où il y a le pont, non? Non, c'est pas où il y a le pont? Si, c'est le pont, parce qu'il y a des herbes en premier plan. Ah oui. Il est vicieux, celui-ci. Mais oui, c'est ça, en fait. Ah ouais, on les voit bien, là. Bien vu, bien mais celui-ci, vu. en fait, j'ai trouvé par élimination, parce que j'ai trouvé les autres, et celui-ci, je me suis dit, ça peut être que celui-ci, il reste que celui-ci, quoi, bref. Le septième, c'est une espèce de dent. Ouais, croc, là. C'est pas le... Non, je sais pas. C'est pas dans la scène du sacrifice, là, non? Il y a pas un moment où il y a des alligators? Ah, bah, si. Ah, le... Oui, quand ils sont attaqués, oui, voilà, ouais. D'accord. Le canoë qui a la tête d'un alligator, et t'as plein d'alligators dans l'eau, en fait, leurs dents ont la même forme que le symbole. Oh là là, d'accord. Oh. Donc le huitième, c'est un serpent, donc là, c'est facile. Vas-y, dis-nous. C'est le temple avec l'autel qui brille, il y a plein de serpents dans les ruines. Ah. Donc la neuvième, c'est une coupe. Moi, désolé, mais là, c'était... Je t'admets que j'ai pris plus mon temps à regarder les illustrations, à lire l'aventure que de suivre. Ouais, moi, je suis un petit peu perdu après, à la fin. Bah, la coupe, en fait, c'est le truc du feu. Le chef, il a une coupe dans les mains. Ah oui, l'épreuve. Ah, je vois l'illustration, ouais, bien vu. L'espèce de statue, en fait, quand on regarde les portes de la cité interdite, là, dans les reliefs des murs, t'as la même statue qui est dessinée. Ça, ouais, ça j'avais trouvé, ouais, ça c'est chouette. Et puis c'est une belle illustration en plus. Ouais. Le monstre, la tête de monstre grimaçant, en fait, c'est le dessin de l'avalanche où c'est le chef du village qui a ce plastron. Et le 12, bah, c'est le sacrifice avec le joyau. Le sacrifice avec le joyau, ouais. Donc après, par rapport à ça, faut que tu prennes le texte qui est pas mis dans le bon ordre, que tu te tournes la tête, que tu fasses des phrases, et après, en fait, ils te disent qu'en fait, faut que tu prennes le premier mot de la première image, que tu avances juste comme ça, donc après tu prends le deuxième mot de la deuxième image, le troisième mot de la troisième image, qui est un texte qui accompagne chaque dessin, et après tu remontes du dernier mot du dernier texte, l'avant-dernier de l'avant-dernier, et en fait ça te fait une phrase. Et après, avec cette phrase-là, tu as les instructions, en fait. Les instructions qui te permettent de faire le masque dont on a parlé au départ, quoi. Mais bon, déjà, moi, je mettre les trucs dans l'ordre, c'était sympa. Faire le masque, déjà, moins, quoi. Ouais, c'est ça. Surtout,
chercher les items, c'était intéressant. Je veux dire, il y avait un petit jeu de recherche et puis c'était des belles illustrations, en profiter. Après, pour moi, où ça c'est compliqué, c'est un peu remettre les phrases dans l'ordre, déjà qu'elles sont tordues dans tous les sens. Prendre ton calque, les redessiner, je me suis dit, ok, bon, ouais, quand t'es gamin, c'est chouette quand même, c'est amusant. Je veux dire, c'est pas la même époque, hein. C'est pas comme si on avait notre portable et Internet juste à proximité, hein. Et c'est du boulot, quoi. Ça demande du boulot pour résoudre l'énigme, hein. Oh, t'es courageux, Fred. En tout cas, moi, j'aurais pas eu ta patience, hein, je te le dis. Bah, je me suis pris au jeu pour le mettre dans l'ordre, mais après, ouais, le reste, ça m'a un peu plus saoulé, donc je suis pas allé au bout. Puis de toute façon, j'ai pas de papier calque, et puis j'ai pas de... Donc, mais non, mais les mettre dans l'ordre, c'était sympa. Après, c'est vrai que les illustrations sont marrantes, donc je me suis un peu pris au jeu. Mais de là, ouais, faire le masque et tout ça, non... Bon, moi, après, bon, j'ai commencé à faire la phrase, mais ça donnait en gros... qu'est-ce que ça donnait? J'avais marqué pour me marrer. Ouais. Attends, qu'est-ce que ça donnait? Ouais, non, maudit gardien joignant les formes, un masque retrouverait le rituel. Bon, bref, c'est pas très... C'est déjà ça, bien joué, mec. C'est déjà ça, surtout pour un magazine qui n'a pas de soluce, hein. C'est Ouais. pas mal, c'est pas mal. Alors voilà, les amis, ça nous amène justement à la conclusion, hein. C'était une aventure vraiment sympathique, pas exceptionnelle, mais qu'on vous conseille, je pense, tous les trois, hein. Ah oui. Rien que pour les dessins, en fait. Hein, donc, Ouais, vraiment, ça change, les énigmes visuelles, c'est vraiment sympa, quand même. Ouais, c'est ça en fait, c'est des énigmes visuelles plus un puzzle, et après voilà, si vous voulez vivre une aventure, je sais qu'on a des joueurs ardus qui nous écoutent, franchement les gars, on vous le conseille, hein, les aventuriers, si vous aimez ce type de puzzle, c'est vraiment vraiment chouette. Le livre est très facilement trouvable en occasion, hein, c'est pas des choses hors de prix que vous pouvez trouver sur eBay, très facile. Donc voilà. Mais ce qui est sympa, donc, c'est quand on a l'ordre, après, on peut un peu faire la progression de l'aventure, en fait, ce qui est vraiment arrivé. C'est vrai qu'en fait, au fur et à mesure des dessins, le mec, au début, il est tout fringant, tout costaud, puis à la fin, voilà, c'est pas la même chose. Donc voilà les amis, ça conclut notre premier épisode, hein, mini-série Piranha, vraiment chouette. La pierre de sang, on vous le conseille comme on a dit, vraiment sympa. Et puis les gars, je crois qu'on se retrouve très bientôt pour Piranha 2 et 3. Ouais, bien sûr, avec plaisir. Hein. Ah ouais, grand plaisir, oui, ça change, et puis c'est sympa, puis c'est culte, quelque part. Ouais, c'est culte, ouais, très culte, très culte. Voilà, allez les aventuriers, on vous dit à très bientôt, et puis on va se quitter sur un morceau les gars, comme c'est les années 80, je me suis dit pourquoi pas, reprendre un petit peu l'ambiance, je crois que j'ai été plus inspiré par le magazine Indiana que par Piranha pour ce morceau, mais reprendre un petit peu cette thématique, parce qu'en jouant à la pierre de sang, je me suis dit tiens, pourquoi pas, le morceau de Fabio Frizzi de Zombie. En Amérique, c'était Zombie 2. Bref, il y a eu d'énormes complications sur le titre de ce film. Et voilà, les gars, je vous propose ça, et puis je vous dis à très bientôt. À bientôt. Ouais, à bientôt. Tchou tchous. Salut tout le monde, ciao.